Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on va parler de tyrans, comme vous l'avez très certainement vu au titre. Et si je te disais que certains des pires tyrans de la littérature sont aussi les plus fascinants, ceux qu'on déteste, ceux qu'on craint, et pourtant ceux qu'on écoute jusqu'au bout. Parce que les tyrans charismatiques, ils ne sont pas seulement violents, ils parlent bien, ils rassurent, ils promettent, et parfois le plus dérangeant, c'est qu'on peut comprendre comment ils en sont arrivés là. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de ces figures de pouvoir en littérature, les tyrans charismatiques. Donc c'est des personnages qui vont dominer par la peur, la manipulation, les discours, mais qui malgré tout continuent à nous fasciner. Dans cet épisode, on va remonter dans l'histoire, passer par l'Antiquité, la Renaissance, à la dystopie moderne. Et enfin, je vous parlerai des tyrans qui m'ont marqué, moi, dans la fiction. L'idée, ça va être de comprendre une chose essentielle. Pourquoi ces tyrans nous captivent autant et qu'est-ce qu'ils disent finalement de nos sociétés et peut-être aussi de nous-mêmes. Alors avant de parler de Snow, de Voldemort ou de Big Brother, j'aimerais qu'on fasse un pas en arrière parce que le tyran, ce n'est pas vraiment une invention moderne. C'est l'une des figures les plus anciennes de la fiction. Alors ma source principale pour cette partie, ça va être un article scientifique qui s'appelle « Le tyran et sa postérité dans la littérature latine de l'Antiquité à la Renaissance » de Bénédicte Boudou. Pour elle, la figure du tyran est l'une des plus travaillées, débattues et ambiguës de toute l'histoire littéraire. Dans l'Antiquité grecque et romaine, le mot tyran, il ne désigne pas encore un monstre sanguinaire. À l'origine, c'est simplement un homme qui détient le pouvoir seul en dehors des cadres traditionnels. Et très tôt, les philosophes se posent une question centrale. Où se situe la frontière entre le bon dirigeant et le tyran? Alors chez Platon, notamment dans La République, le tyran est un homme dominé par ses passions. Il commence souvent comme un protecteur du peuple et puis lentement, il glisse vers l'abus, vers l'excès, vers la certitude d'avoir toujours raison. Aristote, dans La Politique, il apporte une nuance essentielle. Pour lui, le tyran, c'est celui qui gouverne pour son intérêt personnel et non pour le bien commun. Mais surtout, il insiste sur un point qui est fondamental. Le tyran, il ne se maintient pas uniquement par la violence, il se maintient aussi par la peur. Autrement dit, le tyran, il devient tyran quand il refuse toute limite, qu'il confond son désir personnel avec l'intérêt collectif et surtout quand il se croit au-dessus des lois. Déjà, dès l'Antiquité, on retrouve les bases du tyran charismatique, un homme convaincu d'avoir raison, persuadé d'agir pour le bien et suivi par d'autres personnes. Ensuite, pour ce qui est de la Rome antique, chez les Romains, la réflexion évolue davantage. Cicéron va jouer un rôle fondamental dans la conceptualisation du tyran. Dans ses deux œuvres, De Republica et De Officiis, il oppose la figure du tyran au gouvernant juste qui serait animé par le bien commun. Donc le tyran, lui, il serait animé par ce qu'il appelle la libido dominandi. Autrement dit, le désir de domination. Le tyran, ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident, il est le produit de failles déjà présentes dans la société. Un autre exemple qui date de ces périodes, c'est Jules César, puisque au début, il n'est pas du tout qualifié de tyran, il l'a été après sa mort, et quand on relie son pouvoir à la lumière de la peur qui l'a inspiré. La littérature romaine insiste alors sur plusieurs traits récurrents. La soif de domination, la cruauté, l'absence de limites, mais aussi la capacité à séduire, à convaincre, à rassurer, et c'est là que naît le paradoxe fondamental. Le tyran est dangereux parce qu'il est crédible. Ensuite, du Moyen-Âge à la Renaissance, la figure du tyran se déplace un petit peu sur le terrain moral et religieux. Alors il y a une question qui devient centrale, le pouvoir vient-il de Dieu ou des hommes? Le tyran, il devient alors présenté comme celui qui se prend pour Dieu, qui détourne la religion pour justifier ses actes et celui qui exerce le pouvoir sans justice. Donc Saint Augustin, dans La Cité de Dieu, il affirme que sans justice, un royaume n'est qu'une vaste bande de brigands. Il y a plusieurs auteurs comme Pétrarque ou Machiavel qui interrogent cette figure ambiguë. Est-ce qu'il faut admirer sa force, dénoncer sa violence ou reconnaître qu'il est parfois nécessaire pour maintenir l'ordre? À cette période, la frontière entre tyran et prince devient un peu floue, instable. À la Renaissance, avec Shakespeare, la figure du tyran change profondément. Prenons par exemple Macbeth dans son livre éponyme. Alors lui, au début, il n'est pas du tout tyran, il est ambitieux, il est fragile, il est manipulé, mais sa chute devient progressive.
Shakespeare introduit une idée essentielle, le tyran il peut être fascinant parce qu'il est justement humain. Machiavel, avec Le Prince, qui est un livre aussi très connu, il va déplacer encore une fois la réflexion et il ne va plus juger le pouvoir uniquement sur son plan moral mais sur son efficacité. Et donc à partir de là, le tyran devient une figure troublante, moralement condamnable mais parfois admiré aussi pour sa lucidité et sa force politique. Passons maintenant au XXe siècle. On n'oublie pas que c'est la période où il y a eu les 2 guerres mondiales. Et donc, Hannah Arendt, dans Eichmann à Jérusalem, elle va théoriser ce qu'elle a appelé la banalité du mal. Alors, selon elle, le mal n'est pas toujours monstrueux, peut être rationnel, administratif, presque banal. Donc, elle prend beaucoup comme exemple tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Et en littérature, cela donne naissance à des tyrans froids, organisés, idéologiques, très souvent charismatiques dans leur discours. Et l'exemple emblématique, c'est Big Brother dans 1984 de George Orwell. Donc peu à peu, le tyran devient un miroir des peurs collectives, des désirs du pouvoir, de ce que l'humain peut devenir quand plus rien ne le limite. Et c'est précisément pour cela que les tyrans charismatiques dans la fantasy, la dystopie, le young adult ou le new adult nous fascinent autant aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu d'un point de vue un peu plus historique les figures du tyran, on va pouvoir essayer de définir qu'est-ce qu'un tyran charismatique dans la littérature. Donc un tyran, comme on l'aura compris, il n'est pas seulement cruel, il maîtrise le discours, il contrôle la peur et l'espoir, il se présente comme indispensable, il transforme la violence en nécessité. Mais alors pourquoi ces personnages nous fascinent-ils autant ? C'est parce qu'ils incarnent des peurs réelles, des peurs de la dictature, de l'abus de pouvoir. Ils posent une question dérangeante aussi, la question de « et si ça marchait ?» Et ils montrent comment le mal peut se rendre acceptable. Donc le mal moderne, il est souvent rationnel, organisé et séduisant, puis ensuite, il devient chaotique. On va maintenant passer à la partie sur les tyrans charismatiques dans la littérature qui m'ont marqué. Alors pour moi, le tyran, on va dire moderne dans la littérature, c'est vraiment le président Snow dans Hunger Games de Susan Collins. Bon, Hunger Games, si vous ne connaissez pas, c'est une histoire qui se déroule dans un futur dystopique à Panem, qui est dirigé par le Capitole. Et donc chaque année, les Hunger Games obligent des adolescents tirés de chaque district à s'entretuer lors d'un spectacle télévisé qui est présenté comme une tradition nécessaire à la paix. Et donc l'histoire, c'est Katniss Everdeen qui va devenir peu à peu un symbole de rébellion, qu'elle va se porter volontaire pour sa sœur. Et si jamais vous n'en avez pas entendu parler, dans La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, on découvre un peu plus le président Snow avant qu'il ne devienne président, à une époque où il apprend à survivre et en comprenant très tôt d'ailleurs que le pouvoir passe par la peur et par l'image. Alors pourquoi Snow est un tyran charismatique ? Alors c'est pas un tyran brutal au sens classique. Il est calme, poli, courtois, mais il reste froid et c'est précisément ça qui le rend terrifiant. Son charisme, il repose sur une intelligence politique. Il comprend que pour gouverner durablement, pour lui, il faut faire croire que l'ordre est préférable au chaos, même si cet ordre est profondément cruel et inhumain. Il utilise le pouvoir, la propagande et la peur comme outil de contrôle. Dans La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, on voit comment il construit cette logique-là. La peur devient une stratégie rationnelle, presque une nécessité pour lui, et Snow, il incarne vraiment ce tyran qui se pense indispensable. Il est convaincu que sans lui, tout s'effondrerait, mais très important, il est aussi profondément animé par un désir de pouvoir, une sorte d'ego qui le pousse à faire ça. Un autre tyran qui m'a marqué, c'est Voldemort dans Harry Potter de J.K. Rowling. Si jamais vous ne connaissez pas Harry Potter, Voldemort c'est un sorcier qui est extrêmement puissant, qui cherche à dominer le monde magique et il est obsédé par l'idée de pureté du sang, donc l'idée de sang pur, de sorcier au sang pur, et il veut éradiquer tous ceux qu'il considère comme inférieurs. Son ascension, elle repose beaucoup sur la terreur, les massacres, la création d'un culte aussi autour de sa personne, et même après sa chute, parfois certaines personnes ont du mal à prononcer son nom, puisque du coup, son nom est associé à une peur. Pourquoi est-ce que c'est un tyran charismatique ? Il ne séduit pas par la bienveillance, mais par une promesse de puissance. Il attire à lui des sorciers frustrés ou ambitieux en leur offrant un sentiment d'appartenance et de supériorité à d'autres personnes, donc les sangs impurs, entre guillemets, les moldus et les sangs mêlés. Et donc son charisme, il est idéologique. Il propose une vision du monde simple, violente, mais qui est très structurante. Voldemort, il incarne le tyran qui efface l'individu au profit d'une idéologie et qui règne autant par ce qu'il inspire que par ce qu'il détruit. Bon, bien sûr, dans Harry Potter, il n'arrive pas au pouvoir, mais s'il l'avait été, c'est sûr et certain que ça aurait été un dictateur. Ensuite, un autre exemple qui je pense est très connu aussi, c'est Big Brother dans 1984 de George Orwell. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, 1984 ça se déroule dans un monde totalitaire où l'État contrôle absolument tout.
les corps, les pensées, le langage et même la mémoire collective. Et donc Winston Smith vit sous la surveillance constante de Big Brother, qui est une figure omniprésente et dont on ne sait même pas s'il existe réellement. Alors pourquoi Big Brother est un tyran charismatique ? Donc c'est un tyran qui déjà est sans visage et c'est ça qui le rend unique. Son charisme, il n'est pas forcément humain, il est plus institutionnel. Il ne séduit pas par un discours mais par une omniprésence. Donc il incarne le pouvoir absolu, celui qui n'a même plus besoin de se justifier. Et dans 1984, le tyran, ce n'est même plus une personne mais un système idéologique complet. Et Big Brother, il montre que le charisme tyrannique, il peut exister sans corps, sans voix réelle, mais uniquement par la peur, une peur qui est profonde et intériorisée. Ensuite, le dernier tyran qui m'a marqué, c'est le Kaiser dans H-Princess de Lara Sebastian. Je crois que je vous avais déjà parlé de ce livre et je vais vous faire un petit résumé. Dans H-Princess, le royaume de Thalassa a été conquis par les Calovaxians et le Kaiser règne en maître absolu sur un peuple qu'il a décidé d'asservir, notamment au travers de l'humiliation publique et de la destruction de leur culture. Et donc Théo, qui est le personnage principal, c'est l'héritière légitime du trône et elle est maintenue en vie par le Kaiser comme symbole de soumission. Et donc elle est réduite au rôle de princesse de cendre. C'est vraiment une princesse qu'il va amener à ces grands événements. On va lui poser une couronne de cendre sur la tête et le but, c'est de montrer que le peuple est bel et bien asservi et que même leur symbole d'héritière du trône est humilié. Pourquoi le Kaiser, c'est un tyran charismatique ? Alors déjà, c'est un tyran colonial. Son objectif, c'est d'étendre au maximum son territoire et il exerce son pouvoir par la déshumanisation. Son charisme, il repose sur une domination totale, il se présente comme invincible, presque divin. Il impose sa loi non seulement par la violence physique, mais aussi par la négation de l'identité de ses victimes. Il détruit des symboles, la langue, la mémoire du peuple, et il affirme une autorité qui semble incontestable. Il incarne un peu plus un tyran qui règne parce qu'il a réussi à faire croire que toute résistance était vaine. Et donc pour conclure, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces figures ? Les tyrans charismatiques, c'est un peu les miroirs de notre société. Ils nous rappellent que le danger ne vient pas toujours de la violence brute, mais parfois de discours un peu trop bien construits, qui semblent naturels et auxquels on a envie de croire parfois. Et finalement, c'est hyper intéressant de voir comment dans la littérature, cette figure se construit. Alors au début, certes, c'est vrai que dans la partie historique, c'était un peu plus des figures en philosophie, mais ça reste de la littérature. Voilà, c'est intéressant de voir comment dans les œuvres, que ce soit en fantaisie, en fantastique, en dystopie, cette figure est vraiment emblématique et elle permet d'instituer une espèce de peur omniprésente dans les romans. Donc écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit avis sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, un petit avis 5 étoiles, ça m'aide énormément à rendre le podcast plus visible. Et n'hésitez pas d'ailleurs à commenter cet épisode, à me dire si vous l'avez bien aimé et dites-moi vous, quel est le tyran de fiction qui vous a le plus marqué et pourquoi. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.